Bonjour messieurs, Jean-Michel Vernochet et Laurent Michelon. Je suis ravi de vous accueillir sur Tribune Libre. Nous accueillons aujourd'hui donc Jean-Michel Vernochet, qu'on ne présente plus, qui est géopolitologue, journaliste, essayiste, globe-trotter, et Laurent Michelon, qui est un entrepreneur installé en Chine depuis maintenant 25 ans. Il est diplômé de Sciences Po et de l'INALCO, une école dont il va nous parler, parce que moi je ne connaissais pas. Je vous laisse d'abord la parole à Laurent Michelon, qui est à Hong Kong, je crois, et il est environ 17 heures, c'est bien ça? Oui, Bonjour. exact. Bonjour, bonjour Jean-Michel, bonjour Stéphanie. Alors effectivement, je suis donc en Chine, en Grande Chine depuis 25 ans. Quand je dis Grande Chine, c'est parce que j'ai passé du temps à Taïwan, j'ai passé du temps à Pékin et maintenant à Hong Kong. Je fais des allers-retours en fait entre Pékin et Hong Kong. Donc ça fait 25 ans dans la Grande Chine, qui sont tous les trois des territoires assez différents. Et j'ai écrit un ouvrage il y a en 2022 qui s'appelle Comprendre la relation Chine-Occident, qui est donc qui a été réédité cette année, en fin 2024, en version augmentée avec des nouveaux chapitres, une version on va dire actualisée et avec de nouveaux chapitres. Et donc basé sur cet ouvrage-là, j'ai petit à petit commencé à intervenir sur pas mal de médias indépendants en France, en Chine et puis même en Russie récemment, toujours sur le thème de la Chine et de ses relations avec le reste du monde. D'accord, donc vous pouvez nous raconter des choses sur la façon dont la Chine perçoit l'Occident et notamment la France. Oui, bah, il y en aurait beaucoup à dire, mais enfin, c'est un peu l'axe de mon livre, c'est de dire que en fait la relation entre la France et la Chine a toujours été excellente, au moins depuis 1964. Hein, donc le général de Gaulle a reconnu diplomatiquement la Chine. On a toujours eu une très très bonne relation, aussi bien commerciale, sécuritaire que culturelle. Et maintenant, depuis environ, je crois que ça fait 18 ans, hein, depuis le premier mandat de Sarkozy, la relation ne cesse de se dégrader. Alors, la Chine est suffisamment la diplomatie chinoise a suffisamment de sagesse et de recul pour savoir que ce ne sont que des présidents qui font, des présidents qui ne font que passer, que la relation devrait pouvoir rester, on va dire, cordiale et fructueuse dans l'avenir. Mais le problème, c'est qu'avec des gens comme Emmanuel Macron, on se retrouve dans une situation dans laquelle la Chine est, on va dire, pointée du doigt comme un ennemi potentiel, comme un rival systémique. On a vu encore récemment Macron qui est allé voir Donald Trump en lui disant mais c'est pas nous, l'Union européenne, ton ennemi, c'est la Chine, alors qu'il revenait l'année dernière d'un voyage en Chine où il avait expliqué son amour pour le peuple chinois. Et là, il va aux États-Unis en disant l'ennemi des États-Unis, c'est la Chine, c'est pas nous. Donc voilà, ça, on est malheureusement dans une situation où la relation n'est plus ce qu'elle était. Le déclassement économique, diplomatique de la France est évidemment perçu par les autorités à Pékin. Donc voilà, la diplomatie chinoise est encore gentille avec la France, mais c'est définitivement plus un interlocuteur important sur les grandes questions géopolitiques du monde actuel. Mhm. Et Jean-Michel, vous auriez quelque chose à ajouter sur la relation Non, mais j'ai France-Chine? une question à poser à Laurent. Je voudrais qu'il explicite, qu'il éclaircisse le sous-titre de son livre, La superpuissance. On peut remettre le Oui, livre? bien sûr. Mhm. Voilà, superpuissance réticente contre l'hégémon isolé. Alors, qu'est-ce que l'hégémon isolé? Réticente, c'est Ah bah, elle est réticente à s'isoler. Je ne sais, je comprends pas. alors la superpuissance réticente, c'est la Chine, Oui, puisqu'elle est en train de devenir une superpuissance, mais qu'elle n'a pas l'intention de de s'engager s'isoler. sur la même voie. Non, elle n'a pas, alors l'hégémon isolé, ce sont les États-Unis, enfin, ou ce que j'appelle l'hégémon anglo-américain. Mhm. Donc Alors, voilà. il Et en aurait fallu, fait, à mon avis, il aurait fallu être plus explicite, là. Une, comprendre la relation Chine, une superpuissance réticence à l'égard de l'hégémon américain, par Bon, après, il exemple. faut aller dans le livre pour comprendre, hein. C'est pour percer le mystère. Oui, et puis voilà. Et en d'abord, fait, le c'est ce qui. nouvelle édition augmentée, c'est très bien, mais il n'y a pas d'éditeur. Non, il n'y a pas d'éditeur parce que c'est auto-édité. Ah, alors voilà, auto-édition. Mais il faut dire, on Voilà, peut le parce que c'était chouette chez un éditeur dans la première réseau. version. Dans la Mhm. première version, on était chez un éditeur et puis bah, j'ai décidé d'en sortir pour différentes raisons. Et l'auto-édition offre beaucoup on va dire, d'avantages comparé à certains types d'éditeurs, on va dire. Pas tous les éditeurs, je mets pas tous les éditeurs dans le même sac.
Et puis, ce n'est pas qu'une question financière, mais l'auto-édition apporte quand même beaucoup de flexibilité à l'auteur. C'est la vérité, je l'ai pratiqué moi-même. Mmh. Alors, que dire, que faire? Je suis obligé de poser des questions. 25 ans, c'est long. Donc, j'imagine, Laurent, que vous parlez parfaitement le mandarin. Que dire de la Chine aujourd'hui? On dit, je vais résumer un peu la perception que l'on peut en avoir. La Chine est un pays vieillissant qui couve des bulles extraordinaires, notamment la bulle immobilière. Et vous nous parlerez de l'INALCO aussi, votre école, justement, rapidement, puisque vous parlez Oui, couramment. oui. L'INALCO, rapidement, une école qui a donc anciennement, cette école s'appelait les langues orientales. C'est l'Institut national des langues et de civilisations orientales. C'est une école qui a été créée par Napoléon il y a plus de 250 ans. Et c'est l'école en France où on peut apprendre à peu près toutes les langues, on va dire, qui sont usitées dans le monde. Je crois qu'il y a plus de 88 langues qui sont enseignées à l'INALCO. Donc c'est une école de langue et de civilisation où vraiment des chercheurs très pointus sortent chaque année sur différentes zones géographiques, pas que la Chine, mais Moi-même, également la je suis Sud-Est. sorti de l'INALCO, qui s'appelait pas Pardon? l'INALCO. Moi-même, je suis sorti de l'ENLOV, l'École nationale des langues orientales vivantes. J'en sors. D'accord, d'accord. Mmh. Voilà. Voilà. Et je n'ai pas appris le mandarin. Bon, Ni le mais voilà, tibétain. c'était. J'avais des amis qui apprenaient le turc, le tibétain. Il y avait des gros cerveaux encore à l'époque. Il y en Oui, a encore. c'est une école qui a formé énormément de diplomates aussi, puisqu'on avait un corps diplomatique jusqu'à quelques années qui était très bien formé. Il y avait un Oui, mais niveau c'est d'entrée qui fini, était c'est vraiment très, fini, très c'est peu. fini, c'est fini. Il y avait Exactement, un c'est pour ça que du concours coup, à l'époque, à mon époque, il y avait un concours des affaires étrangères et l'INALCO, enfin l'ENLOV à l'époque, était le lieu de préparation pour l'entrée. On avait je ne sais pas de votre temps, mais du mien, on avait des cours extrêmement soutenus en histoire et en géographie. Donc on avait une formation complète. On avait voilà, des en fait, professeurs remarquables. c'est pas qu'une école de langue, c'est vraiment une école de langue et de civilisation. On forme des historiens, on forme des géographes. C'est vraiment on formait des sinologues. En ce qui concernait la Chine, les gens se formaient à la sinologie. Donc c'est vraiment appréhender la Chine sous toutes ses coutures, pas uniquement linguistique. Moi, je me suis formé à la sinologie dans les livres de Van Gulik, un, un Ah oui. Hollandais. Ces livres ont été traduits en mandarin, ils ont été traduits en coréen, ils ont été traduits en japonais. Ça se passe à l'époque des Tang et je vous le recommande, ce sont les enquêtes du juge Ti. Oui, oui. C'est de la belle Donc, vous fiction, avez vous-même effectivement. pratiqué. Voilà. Et donc, Jean-Michel, pour répondre à votre question sur La Chine les bulles, vieillissante. la population vieillissante et des choses comme ça, voilà, bon, il y a des sujets comme ça récurrents dans les médias occidentaux qui sont systématiquement négatifs sur la Chine, hein, puisqu'on parle jamais de la Chine dans des termes, on va dire, factuels. Toujours à parler de la pollution, d'une bulle immobilière, des choses comme ça. Et bon, sur la question de la bulle immobilière, ça fait 5 ans que c'est fini, hein, on n'en parle plus. Il y a Bonne quelques nouvelle. sociétés. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas entraîné, comme on le disait à l'époque, ça n'a pas entraîné la Chine dans un effondrement qu'on prédit dans les médias depuis 30 ans déjà. Ça fait 30 ans qu'il y a des bouquins, des articles de sinologues, d'experts de la Chine qui, depuis 30 ans, prédisent l'effondrement de la Chine, alors que c'est exactement le contraire qui se Non, passe. mais Donc là, effectivement, l'immobilier, ça avait été utilisé comme étant le déclencheur de l'effondrement final. Et puis là non plus, ça n'a pas eu lieu. Et puis c'est terminé. Et le gouvernement ne soutient plus l'immobilier comme une source de croissance de l'économie chinoise. Ils sont passés à autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré les faillites de quelques grands développeurs immobiliers, le gouvernement chinois a fait en sorte que les petits épargnants, les gens qui avaient investi dans ces projets immobiliers, ne soient pas victimes collatérales de ces faillites. Donc les sociétés en question ont dû, avant de mettre la clé sous la porte, ont dû rembourser les petits épargnants. Et ça, c'est fait dans un objectif on va dire, de sécuriser la paix sociale, parce qu'effectivement,
si un grand nombre de petits épargnants et de gens qui avaient acheté des appartements se retrouvaient ruinés comme ça, c'est vrai que ça pourrait créer des remous sociaux en Chine. Et ça, c'est vraiment quelque chose que le gouvernement chinois essaie d'éviter à tout prix. Alors, oui, c'est tout à fait passionnant parce qu'on est passé en un demi-siècle de la Chine où on jetait les bébés filles, les petites filles, on les jetait au croco. Il y a eu des témoignages à l'époque, donc la Chine d'avant Mao. Il y a eu la Chine du grand bond en avant, de la révolution culturelle, et ça fait des dizaines et des dizaines de millions de morts. Mais enfin, la Chine a réussi à une mutation prodigieuse, en quelque sorte. Expliquez-nous, Laurent, puisque c'est votre émission, hein, vous êtes loin, et que nous habitons au fin fond de la caverne de Platon, la caverne platonicienne. On ne connaît de la Chine, mais on ne connaît du Proche-Orient que des reflets extrêmement déformés. Nous sommes enchaînés au fond de notre caverne et dépendants de médias qui passent leur temps à mentir, à déformer, à propagander. Là, je fais un néologisme. Donc, expliquez-nous cette Chine moderne qui est extraordinaire, qui maintient, c'est le dernier grand pays, à part le Vietnam peut-être, le dernier grand pays communiste du monde, c'est la Chine populaire, et en même temps, elle s'est mariée, hybridée plutôt, avec le plus formidable des hypercapitalismes. Et je joins à la question intéressante de Jean-Michel, la mienne, c'est les fantasmes de société de contrôle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus aussi, parce qu'on a Alors, beaucoup de c'est deux fantasmes là-dessus? questions. Bien sûr, Hein. bien sûr. Deux Oui, questions. c'est une question ajoutée à la, Ouais, Toujours difficile de répondre à deux ou trois questions en même on va temps. lui laisser le temps. Merci Laurent, merci à bah, vous. je vais essayer de combiner tout ça. Alors, effectivement, d'abord, Jean-Michel, c'est effectivement une très bonne attitude que de se dire les médias passent leur temps à nous mentir. Ils nous ont menti sur le Covid, ils nous ont menti sur l'Ukraine. Donc, il est fort probable ils mentent également sur la Chine. Donc, ça, c'est effectivement un bon point de départ dans la compréhension de tout ce qu'on lit de tout ce qu'on lit sur la Chine et de tout ce qu'on entend. Alors, effectivement, la, la Chine est un pays socialiste. Hein, effectivement, il y a un parti communiste à la tête de la Chine. C'est un pays socialiste et du fait de son évolution en fait depuis 1949, d'abord c'était le maoïsme jusqu'en 1978 quand Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir et qu'il a lancé les réformes économiques. Et là, effectivement, on va dire que c'est une ouverture au capitalisme. Alors, ça n'est pas un capitalisme ultra-libéral, débridé, comme on a dans les pays anglo-saxons ou même maintenant en Europe de l'Ouest. C'est quelque chose de beaucoup plus contraint par justement la puissance publique et le parti. Et en fait, la Chine a développé un nouveau modèle qui est unique à elle et qu'elle ne présente pas comme un modèle pour le reste du monde, qui s'appelle c'est l'économie socialiste de marché à spécificité chinoise. Donc il y a trois concepts en un. C'est effectivement un pays socialiste qui, on va dire, accepte de rentrer dans l'économie mondiale qui est capitaliste, donc on va prendre un certain nombre d'éléments, mais pas tous justement. Et puis à caractéristique chinoise, c'est-à-dire que il y a en permanence un processus on va dire d'indigénisation de tout ce qui va être emprunté à l'étranger. Ça a commencé déjà par le marxisme. Les Chinois ont sinisé, on va dire, le marxisme. Là, ils ont sinisé le capitalisme. C'est pas un capitalisme ultralibéral comme on le connaît chez nous. Et toujours, pour que ça fasse que ça ait toujours du sens pour la population chinoise en fait, parce que c'est le mot d'ordre du Parti communiste, c'est au service du peuple. Donc tout ce que le gouvernement fait, c'est pour ne pas perturber en fait la, la vie en fait la continuité en fait de la culture chinoise. Le peuple chinois a certaines habitudes, le peuple chinois est très attaché à certaines valeurs, et donc tous ces apports étrangers, que ce soit le marxisme, que ce soit le capitalisme, ne peuvent pas complètement, on va dire, déformer la Chine traditionnelle. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un parti communiste qui en fait, protège la spécificité de la culture chinoise. Oui, c'est un Et modèle Alors, assez étonnant qui pour l'instant semble réussi, puisque la Chine, on dit toujours la Chine n'a aucune velléité, tentation d'exportation extérieure, de guerre, d'impérialisme militaire. En fait, bon, la Chine a annexé le Tibet, quand même, il faudrait peut-être s'en rappeler, et Manu Militari. Je ne sais pas, vous direz peut-être un mot tout à l'heure sur le Xinjiang, ça serait peut-être intéressant. Toujours est-il que on
peut pas parler d'impérialisme, mais l'extension de la Chine à travers la planète est tout à fait prodigieuse. Si on regarde les tentacules qui poussent vers l'Occident, qui arrivent par exemple au Pirée, mais il doit y avoir d'autres, vous pourrez peut-être nous dire, la Chine a racheté le port du Pirée, elle a des facilités au Pakistan, c'est même plus que des facilités, ils ont dû créer un port en bas du Baloutchistan ou sur le delta de l'Indus, quelque part par là, dont personne ne parle jamais, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe dans ce vaste monde. La Chine, aujourd'hui, je ne sais, vous allez me dire si je me trompe, aurait 800 000 ressortissants en Afrique, du temps où il y avait je parle de l'Afrique noire, où il y avait 200 ou 300 000 Européens, l'Afrique était colonisée, maintenant il y a 800 000 Chinois, mais c'est du gagnant-gagnant, enfin c'est ce que nous raconte. Et donc quand même, cette Chine qui a une expansion, je parle pas de l'arrondissement, c'est combien à Paris, c'est pas le 15e? Le 13e. Le 13e. 13e à arrondissement. Belleville, la Chine est quand même partout. Il n'y a plus à Paris un seul bar tabac qui ne soit chinois. Bonjour les triades. Et, et donc la Chine, tout doucement, en silence, je m'arrête ici, tisse sa toile, ce qui n'est pas forcément une chose absolument détestable, mais dont il faudrait peut-être prendre conscience. Et de toute façon, la Chine ne peut être forte, le cas échéant, que de nos faiblesses, hein, c'est clair. Il y a aussi la France China Foundation, si je ne m'abuse. On pourrait peut-être en parler aussi. Alors là aussi, effectivement, plusieurs questions en une, mais j'ai pas répondu au crédit social tout à l'heure, on va y revenir. Oui, on en parlera après. Oui, on va y revenir. Je disais bien qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une maille qui avait été sautée. On va y revenir. On va y revenir. Je l'ai pas oublié parce que c'est important d'en parler. Alors d'abord, le Tibet et le Xinjiang. Alors il faut remettre les choses dans leur contexte historique. Le Tibet n'a pas du tout été envahi ou annexé par la Chine, tout comme le Xinjiang et ni comme Taïwan. Ce sont des pays qui depuis plus d'un millénaire font partie de la Chine. Le Xinjiang, il y a une preuve archéologique qui est que la Grande Muraille de Chine se termine en plein milieu du Xinjiang. Ça date de 2000 ans. Donc si la Grande Muraille de l'empereur chinois était construite jusque dans le Xinjiang, c'est bien que le Xinjiang était déjà sous administration chinoise à l'époque. Donc ça déjà, on évacue cette question-là. C'est très compliqué. On trouve aussi des momies de grandes femmes et de grands hommes blonds qui devaient avoir les yeux bleus. Donc les Celtes ont dû coloniser le Xinjiang avant tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas le nez court et ils ont souvent les yeux gris. Même voilà, une stèle ou une tombe, parce qu'effectivement, on a aussi retrouvé une stèle qui aurait été construite par une légion romaine qui se serait égarée jusqu'en Chine. Voilà, mais enfin, on ne va pas dire que la Chine appartenait à l'Empire romain. Voilà. Ouais. Je me plaisante, évidemment. Voilà, donc ça, c'est le... Non, pas de problème. Donc le Xinjiang, voilà. Le Tibet, c'est la même chose. Ça faisait depuis environ 800 de notre ère que c'était sous en fait administration chinoise, de façon très très lâche, parce que effectivement c'est un territoire qui était très lointain de l'empereur, donc c'était, on va dire, un État vassal qui était de temps en temps, d'ailleurs il y avait des conflits militaires parce que les Tibétains venaient. Il faut se rappeler que le Tibet a rasé la capitale chinoise de la dynastie des Tang, ce qui a donné lieu ensuite à une contre-offensive chinoise justement vers le Tibet. Mais là, on parle de 900 de notre ère. Donc, il y a vraiment, c'était une relation d'État impérial avec un État vassal qui est devenu ensuite petit à petit une province. Et ce qui s'est passé en 1956-57 avec Mao c'était en fait une reprise en main du Tibet. Il faut savoir que le Tibet était aidé depuis la Deuxième Guerre mondiale par les États-Unis. Il y avait des entraînements à la guérilla, il y avait des armements. Exactement la même chose qui s'est passé au Xinjiang une quarantaine d'années plus tard. Voilà. Donc, il faut bien voir que le Tibet, le Xinjiang, c'est la Chine, mais on est déjà en Asie centrale. Et l'Asie centrale, c'est le grand jeu. Hein, il faut voir la présence anglaise dans la région depuis très très longtemps.
qui est en fait et qui était en fait c'était le terrain de la compétition entre la Russie et l'Angleterre dans cette région du monde. Voilà, donc il faut voir toutes ces l'Afghanistan, qui est justement le cœur ben voilà. même du Earthland, du bloc terrestre continental, et le grand jeu rayonne à partir de l'Afghanistan. D'où l'importance. Absolument. Et la question du terrorisme ouïghour, il y a plus de, les Ouïghours sont un des groupes ethniques musulmans en Chine. Il faut savoir qu'il y en a 10. Et le seul qui est radicalisé, qui a été radicalisé, mais pas toute la population ouïghour évidemment, mais certains éléments de la population ouïghour ont été radicalisés en Afghanistan. Justement, parce que par la porosité de la frontière à l'époque, ils allaient s'entraîner au djihad en Afghanistan, évidemment entraînés par la CIA. Il faut se rappeler que Brzezinski lui-même avait avoué que la CIA était en Afghanistan 6 mois avant que l'URSS n'y entre. Donc ils étaient déjà en train d'entraîner, voilà. Et donc ensuite, c'est une région qui était idéale, on va dire, à déstabiliser parce que ça cause des problèmes aussi bien à la Russie qu'à la Chine, qui sont les deux ennemis idéologiques de l'hégémon anglo-américain. Donc effectivement, c'est une zone qui a été, et puis d'ailleurs, ils n'ont toujours pas abandonné, parce que maintenant il faut bien voir que en Syrie, dans la nouvelle administration syrienne, il y a des Ouïghours qui ont été promus à des très hautes positions. Les massacres des Alaouites de l'attaqué ont été perpétrés en partie par des Ouïghours. Absolument. Et donc, ils sont plus intelligents que la moyenne. Ce sont aussi les cadres, c'était les cours de l'État islamique. Voilà. Oui. Alors, c'est curieux parce que, pardonnez-moi, mais les Ouïghours sont des chiites, non? Ou des sunnites? J'avoue ne pas connaître la réponse à cette question. Extraordinaire, c'est qu'ils aient participé, sauf erreur de ma part bien sûr, à des djihad, takfiristes sunnites. Ça semble tout à fait étonnant, mais pas vraiment étonnant sur le fond. Oui, bon, voilà. Donc voilà pour le Tibet et puis pour le Xinjiang. Et alors j'ai fait des vidéos sur le Xinjiang un petit peu précises sur ma chaîne YouTube. Donc je vous invite ainsi que vos auditeurs à aller la voir. Et j'ai fait des petites vidéos d'une trentaine de minutes qui vraiment expliquent en détail la question du Xinjiang. Maintenant, je crois que c'est autour du crédit social, c'est ça? Oui, j'aurais bien aimé en savoir plus sur le. Et puis on reviendra après avec les tentacules. Oui, je cherche la réponse à votre question sur les Ouïghours, s'ils sont la majorité sunnite ou chiite. Je me disais juste, j'ouvrais une parenthèse, mais cette histoire de Tibet, finalement, ça nous fait penser à la même situation comparable en l'Ukraine, qui finalement, la Russie est née à Kiev. Quand on ignore l'histoire, finalement, on écoute aussi des analyses qui sont quand même qui sont insensées dans les médias, puisque finalement, quand on ignore l'histoire des frontières qui ont évolué, des pays qui ont été, enfin voilà, qui sont frères, le conflit russo-ukrainien n'a pas de sens, il est insensé également. Oui, tout à fait. Et que parler de génocide au Xinjiang ou de génocide au Tibet, il suffit de regarder les chiffres de la population de ces provinces-là qui n'arrêtent pas de progresser. Les Ouïghours, en 35 ans, 40 ans, sont passés de 5 millions à 12 millions. Les Tibétains, les Ouïghours sont tous des groupes ethniques, des minorités ethniques en Chine. Il faut savoir que dans la politique de l'enfant unique en Chine était appliquée co-groupe Han, le groupe majoritaire. Les minorités ethniques n'étaient pas astreintes à l'enfant unique. Voilà. D'accord. Exactement. Et j'ai la réponse à votre question. Les Ouïghours sont à majorité musulmane sunnite. Ah, voilà, ce qui explique leur participation à l'État islamique. Enfin bon, voilà. Dans le monde turcophone, c'est très compliqué, hein, c'est partagé, voilà. C'est complexe. Non, ce qui explique. Concernant le contrôle, les fantasmes de contrôle social. Oui. Ah oui, contrôle social, oui. Alors le crédit social en question. Alors j'ai fait aussi c'est un chapitre du livre. En fait, il n'y a pas de crédit social unifié en Chine. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives de crédit social de la même façon qu'il y en a en Occident. Je veux dire, n'importe quel détenteur d'une carte de crédit, n'importe quel détenteur d'une police d'assurance
des informations qui sont centralisées par une société et qui vont être et alors ensuite au gouvernement il y a un fichier d'antécédents judiciaires dans lequel on s'est aperçu qu'en France il y avait des fonctionnaires qui tapaient dedans à des fins personnelles pour faire de la diffamation sur certaines personnes. Donc en Chine il y a des initiatives localisées également. Par exemple, il va y avoir des sociétés qui vont avoir une application par laquelle tous ces employés vont devoir faire savoir l'heure à laquelle ils arrivent au bureau le matin, à laquelle ils partent le soir, faire leur demande de congé, des choses comme ça. Il y a des administrations également qui vont utiliser ce genre de micro-applications dans les portables de leurs employés, mais il n'y a pas d'initiative étatique unifiée. Il y a eu des tentatives. Le gouvernement chinois a fait une recherche, en fait, en travaillant dans un partenariat public-privé avec les grandes sociétés de type Tencent, Alibaba et des choses comme ça pour voir si il y avait moyen en fait de monter. Et c'était à but de lutter contre la corruption des cadres locaux. Hein. C'était pas un contrôle de la population, de tous les faits et gestes de la population. C'était pour lutter contre la corruption. Et en fait, le gouvernement chinois s'est rendu compte que dans ce partenariat public-privé, il y avait des énormes conflits d'intérêts pour les sociétés privées en question. Et donc, le gouvernement a fait une annonce officielle pourquoi il renonçait à son outil de crédit social. Ça remet les choses. Ouais, voilà, parce que on agite le spectre. Mais nous, à chaque fois que vous utilisez votre carte bancaire, vous êtes suivi à la trace. C'est la même chose. Et les banques, si les banques trouvent que vos dépenses ne correspondent pas à ce que vous devriez faire, voilà. On peut pas faire de paiement à plus de 1 000 € en France. Enfin, le contrôle des espèces, par exemple, en France, est révoltant pour les Chinois. Les Chinois disent, mais c'est mon argent dans mon compte bancaire, je peux l'utiliser comme je veux. Donc, le contrôle social chinois, il faut relativiser. C'est pas aussi. Il faut vraiment. De toute façon, avec il faut vraiment relativiser. Le milliard et demi, il faut des moyens d'administration et de gestion de cette population, qu'on le veuille ou non. Voilà. Et puis après, il faut comparer les chiffres parce que quand on dit, par exemple, la Chine, alors il nous a montré des vidéos. Il y avait, je crois que c'était Arte ou TF1 qui avait fait un reportage où on voyait des carrés verts sur tous les gens qui se baladent dans la rue avec soi-disant un nom, enfin le nom, le fichier, les antécédents judiciaires qui apparaissaient. C'est du grand n'importe quoi. Ça n'existe pas. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir le nombre de caméras dans les rues, en fait. Je prends l'exemple de cette semaine où je suis à Hong Kong. À Hong Kong, il y a environ 7 millions d'habitants. Il y a combien? moins Pardon, de 60 000. Il y a entre 7 et 8 millions d'habitants à Hong Kong. Voilà. D'accord. Alors c'est la Chine, hein, c'est revenu à la Chine depuis 1997. Il y a moins de 60 000 caméras de surveillance dans les rues. C'est-à-dire 10 fois moins qu'à Londres. 10 fois moins qu'à Londres. Exactement. À Londres, il y a presque 2 millions. Il y a presque 1 million de caméras à Londres. À Singapour, dont on ne parle jamais, mais qui, pour le coup, est beaucoup plus restrictive que le gouvernement de Hong Kong ou le gouvernement chinois, il y a plus de 400 000 caméras dans la rue pour une population qui fait 5 millions, je crois. Donc on voit qu'en fait, des ratios, en fait, on voit que en Occident, parce que Singapour est on va dire, un État asiatique certes, mais occidentalisé, c'est bien pire. Mais ça, on nous en parle jamais. On nous fait croire que c'est la Chine qui est une espèce de dystopie sécuritaire orwellienne, alors que ça n'est pas du tout le cas. Et c'est quelqu'un qui vit en Chine qui nous le dit. Absolument, absolument. Alors, effectivement, la chose au point, d'avoir malheureusement, ça sera une demi-heure ou 1 heure au mieux de conversation avec vous, mais nos médias font leur métier de médias, c'est-à-dire qu'ils nous baratinent, ils nous mentent, ils nous abrutissent, ils nous pilonnent la cervelle autant qu'ils le peuvent, et on ne sait pas ce qui se passe dans le vaste monde. Voilà. Et tant que ça marche, parce qu'en fait, comme le crédit social est en train d'être déroulé lentement en Occident, il faut bien qu'ils nous disent « Ah, mais c'est pire ailleurs ». Donc, il faut exagérer, en fait, sur ce qui se passe en Chine. Absolument. Oui, c'est une ingénierie sociale parfaitement huilée. Messieurs, vous vouliez parler des outils sans transition. Je pense qu'on a fait le tour. De l'Iran, de l'océan Indien, où la Chine progresse,
puisque la mer Rouge est un goulet d'étranglement par où passe une grande partie de la flotte commerciale mondiale, et savoir un peu quelle la Chine. Alors, pour amorcer le propos de Laurent, je rappelle que la Chine a réussi l'impossible, le rapprochement entre l'Iran des mollahs, c'est-à-dire l'Iran chiite, et des gens qui considèrent que le chiisme, c'est l'abomination des abominations, à savoir les Séoudiens. Alors, si vous aviez des indications à nous donner pour décrypter tout cela, comprendre quelle est la politique de la Chine, qui est une politique extrêmement intéressante et discrète. Effectivement, alors c'était un événement dont vous avez parlé, c'est un grand événement de diplomatie mondiale, hein, puisqu'effectivement on pensait que le Moyen-Orient et ce qu'on appelle l'Asie occidentale, hein, à laquelle appartient l'Iran, on pensait que c'était, on va dire, le précaré des États-Unis. On pensait que les États-Unis étaient la puissance diplomatique dominante de la région. Or, il se trouve qu'effectivement, c'est la Chine, avec l'aide de la Russie, mais principalement la Chine, qui a réussi à réconcilier les deux frères ennemis que sont l'Arabie Saoudite et l'Iran. Voilà. Ce ne sont pas des frères, ce sont des ennemis radicaux. Je vous renvoie à mon livre, lisez-le, Les Égarés, le wahhabisme est-il un contre-islam? Le wahhabisme est une hérésie schismatique, et c'est elle qui a nourri tous les djihadismes, tous les islamismes qui ont embrasé la planète, qui vont continuer à l'embraser. Il y a deux États wahhabites, c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite. Voilà. Donc, ce ne sont pas des frères ennemis du tout. Ce sont véritablement des ennemis idéologiques, des ennemis confessionnels, mais la diplomatie veut que les ennemis se parlent. Ça paraît naturel. Voilà. Se parlent et puis voient midi à leur porte, parce que la Chine a réussi ce tour de force globalement en disant aux deux protagonistes: je suis votre premier partenaire commercial, vous êtes le long des nouvelles routes de la soie, qui sont donc les tentacules dont vous parliez, Jean-Michel. Une autre métaphore, ça serait justement les routes de la soie. Il faut que la Chine essaye d'irriguer le monde en fait, dans les deux sens, hein, aussi bien d'investir vers l'étranger que de s'approvisionner depuis l'étranger en ressources naturelles. Donc la Chine a dit à ces deux États: je suis votre plus gros partenaire commercial, j'ai beaucoup de projets le long des routes de la soie auxquelles vous êtes associés, mais si vous ne vous parlez pas et que vous êtes sur le point de faire la guerre, ça ne marchera pas. Donc voilà, ça plus une diplomatie très mûre et avec une vieille histoire diplomatique derrière elle, la Chine a réussi à rassembler ces deux États. Après, la relation de la Chine avec l'Iran, il faut voir qu'elle a toujours été très proche. Hein, ce sont deux États civilisations qui se côtoient depuis plus de 2000 ans, mais qui se respectent en plus beaucoup plus qu'entre l'Inde et la Chine, par exemple. Il y a un vrai respect civilisationnel entre l'Iran et la Chine. Et effectivement, le fait que l'Iran se retrouve dans le collimateur de l'hégémon anglo-américain de la même façon que la Chine, que la Russie, que le Venezuela ou la Corée du Nord, ça a fait que la Chine a compris que elle ne pouvait pas se permettre qu'il y ait un domino qui tombe à côté d'elle. Ni la Russie, ni l'Iran, ni la Corée du Nord, parce que ça voudrait dire que le prochain, ça serait elle. Donc, il y a un vrai soutien dans les deux sens, hein, aussi bien de l'Iran pour la Chine que de la Chine pour l'Iran, sur des questions qui sont vraiment déterminantes pour eux. Donc, par exemple, l'Iran, traditionnellement, a toujours mis en avant que quand il change de président ou quand il change de ministre des Affaires étrangères, il y a toujours un discours dans lequel l'Iran explique bien qu'il respecte le principe de la Chine unique. Et donc là, on parle de la question de Taïwan, hein, donc la reconnaissance d'une Chine unique est à Pékin et pas à Taipei, et la Chine qui, elle, soutient l'Iran dans tous ces conflits au Moyen-Orient dans lesquels il est impliqué. Donc que ce soit sur la question palestinienne, la Chine, depuis la conférence de Bandung en 1955, déjà à l'époque, elle s'était placée du côté de la Palestine. Sur la question de la Palestine actuelle, il est aussi bien le président chinois que le ministre des Affaires étrangères ont expliqué à l'ONU
que c'était une injustice historique qui était faite au peuple palestinien, qu'il fallait, il fallait la réparer d'une façon juste et équitable. Et sur la question des outils, effectivement, puisque les États-Unis et les géants anglo-américains ont essayé en fait d'attirer la Chine dans ce piège en lui disant mais la mer Rouge c'est un goulet d'étranglement qui est très important pour le commerce international. Or vous, la Chine, vous êtes le premier bénéficiaire de ce commerce international, donc venez vous joindre à notre coalition pour aller exterminer des outils. Et la Chine a dit non, c'est hors de question de tomber dans ce piège. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, les bateaux chinois peuvent continuer à utiliser la mer Rouge et le canal de Suez, alors que les autres bateaux japonais, coréens ou quoi, eux font le tour par le cap de Bonne-Espérance. Donc la Chine a toujours une extrêmement bonne relation avec l'Iran. On a vu que la semaine dernière, il y a eu la Chine, la Russie et l'Iran qui ont fait un communiqué conjoint qui qui explique en fait que la communauté internationale ne doit pas s'opposer à la recherche nucléaire en Iran, que l'Iran avait droit, comme tous les États souverains, à avoir une industrie nucléaire civile, hein, si elle a insisté sur le fait que ce soit civil. Mais voilà, donc on voit vraiment que la Chine n'hésite pas à monter au créneau, et même à continuer à soutenir économiquement l'Iran, parce qu'il faut voir que la Chine, elle achète 90% de la production pétrolière iranienne à l'export. 90%. En violation, entre guillemets, pas de violation, mais on va dire en opposition avec les sanctions américaines, qui ne les autorisent pas. Mais la Chine explique que, étant elle-même un État souverain, et l'Iran étant aussi un État souverain, les États-Unis n'ont pas à donner leur de diktat sur qui peut acheter, qui ne peut pas acheter de ressources pétrolières iraniennes. Oui, alors je vais faire juste une incidente. C'est un sujet qui peut sembler accessoire ou marginal. Les Houthis, la mer Rouge, l'océan Indien, ça ne l'est pas du tout parce que on ne peut comprendre la politique américaine de l'hégémon, puisque c'est le titre de votre livre. Je prononce pas hégémon, hein, je dis hégémon parce que c'est un mot grec. Et tout simplement parce que l'Amérique poursuit la politique, la grande politique du 19e siècle, et antérieure d'ailleurs, de la Grande-Bretagne, qui est de préserver, de ménager la route des Indes, c'est-à-dire vers l'Asie. Or, le nouveau bassin méditerranéen mondial, c'est l'océan Pacifique. Et donc, c'est là où tous les enjeux géostratégiques se trouvent et où l'avenir du monde se joue. Ce n'est plus en Méditerranée. Donc, on pense qu'on réduit la question des Houthis à l'État d'Israël, mais pas du tout, du tout. C'est la lutte pour l'hégémonie sur les grands voies passages océaniques, transocéaniques et tutti quanti. Voilà, donc il faut voir aussi les choses de façon un peu plus haute. Et ce n'est pas le petit État d'Israël qui joue un rôle, et évidemment, pour la préservation de ces routes, non pas de la soie, mais de ces routes maritimes, puisque la puissance américaine est essentiellement une puissance thalassocratique, le maintenir ouvert ces routes et l'hégémon américain vers sa capacité de projection et de commerce avec l'Asie. Absolument, et c'est ce qui explique en fait la récente transaction qui a fait un scandale en Chine. D'ailleurs, c'est toujours pas fini, où une société de Hong Kong a vendu 43 ports dans 23 pays à la société américaine BlackRock. Alors au départ, les États-Unis avaient utilisé le canal de Panama comme prétexte parce que cette société de Hong Kong gérait en fait les deux ports aux deux extrémités du canal de Panama. Et les États-Unis ont dit mais ça c'est quelque chose de stratégique pour nous, c'est hors de question que ce soit des Chinois. Alors tout d'un coup, Hong Kong redevenait chinois dans le discours. C'est-à-dire que quand ils parlent de droits de l'homme, ils nous disent que Hong Kong ça fait pas partie de la Chine. Mais là, quand il s'agit de mettre la main sur le canal de Panama, une société de Hong Kong devient une société chinoise qui pourrait, en plus une société privée cotée en bourse, mais les États-Unis expliquaient qu'ils pourraient bloquer le canal, les soldats chinois pourraient bloquer le canal de Panama s'ils voulaient. Donc c'est complètement malhonnête de dire ça. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que cette société-là
de Hong Kong a vendu 43 ports dans 23 pays dans le monde. Et si on regarde où sont placés ces ports, ils sont tous sur ces goulets d'étranglement, en fait. Il y en a en Égypte, il y en a en Indonésie. Donc, il y a le détroit de Malacca, le détroit de Suez, le canal de Suez, le canal de Panama. Il y en a en mer Baltique et en Europe du Nord. Donc là, on pense à la route maritime du Nord. Donc, ils sont vraiment, effectivement, les États-Unis ont mis la main sur quasiment tous les goulets d'étranglement. Il y en a aussi Donc, en Afrique du Sud. par le truchement de BlackRock. Donc, la véritable Exactement. puissance mondiale, en fait, Et on sait que BlackRock, voilà. c'est pas les États-Unis, c'est pas la Maison Blanche, c'est BlackRock. Exactement. On sait que BlackRock, ils ont leur place de parking à la Maison Blanche. Quoi. Donc c'est effectivement une société transnationale. C'est une erreur, à mon avis, de dire que c'est une société américaine. Et effectivement, c'est eux qui ont mis la main sur ces goulets d'étranglement. Alors, la Chine, c'est vrai qu'il y a eu un débat. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu venir? Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé faire? Bon, il y a plusieurs réponses à cette question-là. Mais ce qu'il faut voir là, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un moment charnière en fait où la Chine justement ne va peut-être pas se battre en fait pour récupérer ses positions ou cette influence dans ces goulets d'étranglement mondiaux, parce qu'effectivement se battre pour des ports, c'est en fait continuer à jouer le jeu des puissances thalassocratiques. Or la Chine a tout intérêt, et d'ailleurs c'est ce qu'elle fait avec la Russie et avec l'Iran, à développer en fait, ce sont des puissances telluriques. Donc en fait, au lieu de dépenser une fortune à construire des ports, à sécuriser des ports aux quatre coins du monde, c'est-à-dire jouer le jeu des États-Unis, voilà, se concentrer sur le ferroviaire en Eurasie, ce qui serait largement suffisant pour son développement économique à venir. Donc on est peut-être je dirais, un moment de bascule où la Chine va vraiment forcer en fait par Donald Trump, va accélérer en fait son développement vers en fait sa façade terrestre. Qu'en est-il du port stratégique de Tartous? Je crois que les Russes le gardent. D'accord. Oui, pour l'instant, oui. C'était une question qui me venait à l'esprit comme ça. Oui. Très bien. Sur les outils, vous voulez rajouter quelque chose? Pas spécialement. Moi, pas spécialement, non. Je pense qu'effectivement, là, le problème, c'est on voit dans certaines déclarations de la Chine récemment, il y a une telle escalade en fait dans cette région que la Chine ne peut pas prendre elle va pas choisir un camp. Même si elle est très proche de l'Iran, les Houthis c'est pas l'Iran, voilà. Et donc la Chine a toujours à cœur le respect de la souveraineté des États, et donc on voit que dans ces dernières déclarations, elle ne choisit pas son camp. Elle n'est ni pro-israélienne ni pro-iranienne. Elle demande à l'arrêt en fait de l'escalade de la violence dans la région, parce que ça va forcément. C'est vraiment le minimum. Oui, voilà. Mais c'est tout ce qu'elle peut faire. C'est tout ce qu'elle peut faire. Cela dit, de façon officieuse, on sait que les Houthis sont armés. Ils ont des armes chinoises. Alors, est-ce que cela a été vendu directement par la Chine? C'est pas sûr. Il y a pas de preuve. Ça peut être vendu par un État tiers. Hein. Il y a beaucoup d'armements dans le monde qui sont vendus par des tiers. Ça peut être l'Iran, ça peut être d'autres États. On voit que les Houthis ont réussi à repousser par 2 fois les porte-avions américains. Il y en a une première fois il y a quelques mois, on a soupçonné qu'ils avaient réussi à tirer un missile hypersonique, probablement de fabrication russe, sur un porte-avions américain, ce qui a forcé le porte-avions américain à rentrer aux États-Unis pour réparation. Et là, le Harry Truman qui était dans la région, les Houthis ont tiré dessus et le porte-avions a pu s'éloigner à 1300 km des côtes yéménites. Donc forcément, on imagine que c'est pas du. C'est intéressant, Laurent, parce que ça prouve que les porte-avions, malgré leur escadre qui les entoure, sont vulnérables. Je signale aussi quand même que les Iraniens disposent de leurs propres missiles hypersoniques. L'usage et la compréhension des statoréacteurs, qui est une invention française des années 30, vous voyez, ça a mis du chemin, le statoréacteur, qui permet d'atteindre l'hypervélocité est tout à fait comprise par les Iraniens qui ont
une élite scientifique de très haut niveau. Ce sont C'est ce pas que j'allais dire. Je crois que le niveau d'éducation en des Iran est assez sous-développés, élevé. hein. C'est très élevé le niveau d'éducation en Iran. C'est pas le niveau d'éducation, ils ont traditionnellement des élites intellectuelles de très haut niveau. Je pense que si on fait le tableau de la mathématique mondiale, on a les Américains, les Anglais, les Français, les Allemands, les Russes. Les Russes surtout, les Allemands, mais très proche en ce qui concerne la physique, on a évidemment l'Inde qui domine et l'Iran. On a des savants atomistes, mais de longue date, hein, de très longue Et la date. Chine, Et la la Chine qui a Chine, gagné avant-hier, la Chine a gagné les Olympiades de mathématiques mondiales. oui, mais la Chine a rejoint le peloton de tête plus récemment. Ceci Oui, dit, oui, tout à fait. tradition, si vous voulez comprendre quelque chose à la Chine, je vous le recommande, cher Laurent, il faut lire ce livre tout à fait extraordinaire de Fustel de Coulanges, La cité antique, où il décrit le fonctionnement religieux de Rome, mais toutes ces pages s'accompagnent d'une comparaison avec la Chine ancienne. Donc, la D'accord. cité antique de Fustel de Coulanges, notamment pour le culte des ancêtres, etc. On raconte beaucoup de bêtises aussi sur Rome, Mhm. puisque le culte des ancêtres n'était pas réservé aux gens de la famille, au contraire même. Parfois, un esclave pouvait servir à rendre le culte des ancêtres, qui était le culte des cultes, comme en Chine. Exact. Très bien. Et j'avais une autre question, une dernière question, Laurent. Je crois que vous avez une réunion après. Vous constatez concrètement ces dernières années, dans votre vie quotidienne ou dans vos affaires, le rapprochement certain entre la Russie et la Chine. Enfin, vous pouvez nous en parler concrètement? Oui, absolument. C'est très flagrant. On a vu que le commerce bilatéral avec la Russie a explosé depuis quelques années, notamment le début de la guerre en Ukraine, puisque les sanctions auxquelles fait face la Russie s'est tournée vers la Chine. Donc le commerce bilatéral en 2024, je crois qu'il a atteint plus de 200 milliards d'équivalent dollars US. Et ce qu'on voit beaucoup alors il y a énormément de Russes maintenant qui font des affaires en Chine. Il y a une banque russe qui a ouvert un bureau à Shanghai. Il y a tout un tas de banques régionales en Chine qui euh, qui connaissent un essor euh, économique parce que justement à cause des sanctions américaines, des sanctions occidentales, les grandes banques chinoises, celles qui ont des affaires à l'étranger, ne peuvent plus commercer avec la Russie parce que sinon elles vont être sanctionnées dans les pays occidentaux où elles ont ouvert des bureaux. Donc en fait, le commerce entre la Russie et la Chine maintenant passe par des petites banques chinoises régionales qui n'ont on va dire aucune empreinte internationale et qui donc ne craignent pas de sanctions américaines. Et enfin, on voit dans la vie quotidienne, surtout dans les grandes villes chinoises, on voit des supermarchés qui s'ouvrent, qui sont intégralement approvisionnés en produits russes, qui sont très à la mode. Il y a même des gens qui, tous les week-ends, partent de Hong Kong, vont à Shenzhen dans les supermarchés russes pour acheter du chocolat, des alcools, des sodas, des choses comme ça. C'est très à la mode. Et c'est incroyable parce qu'on voit, quand on connaît l'histoire de la relation sino-russe, c'était jusque dans les années 80, c'était deux pays qui se parlaient pas. Il y avait eu des conflits frontaliers dans les années 60 et début des années 70, enfin, c'était pas de la guerre, mais c'était des escarmouches frontalières. Et puis après, ils se sont plus parlé jusqu'en 1989 avec Gorbatchev. Et là, maintenant, c'est de facto, c'est les deux grands frères eurasiatiques que euh, que Donald Trump, justement, très inquiet pendant la campagne, avait dit je vais les séparer. C'est ma première mission si j'arrive au pouvoir, c'est de séparer la Chine de la Russie parce que c'est la plus grosse erreur de l'administration Biden, c'est de les avoir en fait poussés dans les bras d'un autre. Et Laurent, c'est le compléter la oui. question de Stéphanie, effectivement, qui a mis le doigt sur la plaie. Euh, la guerre d'Ukraine a rapproché, a jeté la Russie vers l'Asie. Et aujourd'hui, je vous pose la question, n'avez-vous pas le sentiment que derrière tous les mobiles, les motivations de la nouvelle administration américaine, il y a cette volonté de découpler la Russie de la Chine?
et de rapprocher la Russie, Complètement. En la fait, Russie de l'Occident. ce qu'est en train d'essayer de faire l'administration Trump, c'est ce qu'on appelle un Nixon inversé. C'est-à-dire qu'en Nixon, qui était le président qui avait initié, avec Kissinger derrière lui, hein, et qui avait initié le rapprochement avec la Chine, c'était pour en fait isoler la Russie, l'URSS, pardon. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont en train d'essayer de se rapprocher de la Russie pour isoler la Chine. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un Nixon inversé qui est en train de se passer. La question, c'est est-ce que ça peut réussir? Et de mon point de vue, mais également j'ai lu pas mal d'articles de chercheurs chinois et même russes, ils disent c'est absolument impossible parce que les deux pays ont fini par comprendre qu'ils étaient tous les deux dans le même collimateur en fait, des États-Unis. Les États-Unis ont pendant 40 ans soit fait pression sur la Russie, soit fait pression sur la Chine, tenté des révolutions de couleur d'un côté comme de l'autre, mais ils ont toujours changé le fusil d'épaule. Un coup c'était contre la Russie, un coup c'était contre la Et Chine. que le courant eurasiste en Russie est puissant, il est représenté entre autres par Alexandre Douguine, et que depuis le 19e siècle, il y a un débat contre ou pour l'Europe, et l'Europe, je crois, s'est totalement discréditée avec ses fameuses valeurs et l'exportation Oui, de sa corruption. Solzhenitsyn lui-même parlait du rideau de fer, il disait mais le purin occidental passe sous le rideau de fer. Et là, je crois qu'il y a une réaction non pas traditionnaliste, mais à la fois eurasiste. Et pour revenir aux fondamentaux, il n'y a qu'à regarder le dernier discours de M. Orban sur les enfants, la jeunesse qu'on doit élever de façon saine et non pas avec tout le wokisme que dénonce d'ailleurs à juste titre l'administration trumpienne et notamment M. Vance. Voilà. Je crois que Stéphanie, il faudrait peut-être prendre rendez-vous pour la semaine prochaine Bien pour qu'on sûr, ce puisse serait parler. alors mardi, parce que j'ai des interviews prévues Alors, dans le cadre d'une pour affaire. traiter Mardi d'un peut-être, sujet important, c'est les réserves d'or de la Chine, oui, sa politique de délestage avec les bons du Trésor américain, mais c'est une politique qui semble actuellement suivie aussi par le Japon, ce qui est plus curieux. Et donc la tentative, ou plutôt l'amorce de création d'une nouvelle monnaie par les BRICS qui soit concurrente du dollar et même des pétrodollars. Je pense que donc c'est un sujet essentiel auquel il faudrait consacrer quelques instants. je verrai avec vous, Laurent, nous vos pourrons en parler avec disponibilités. plaisir. Si vous pouvez revenir volontiers la semaine prochaine, je préviendrai les spectateurs de la date en question. Vous reviendrez D'accord. volontiers, on continuera à parler effectivement, de cette Ah ben, administration. écoutez, Laurent est un témoin, plus qu'un témoin, Mmh, essentiel, puisque nous ne savons pas, encore une fois, bien sûr, enfermés que nous sommes dans la caverne, nous ne savons voilà, pas, nous ne voyons que des reflets déformés qui se projettent sur la paroi, Nous avons une information pariétale de ce qui se passe dans exactement. le monde, et on a besoin de faire de la réinformation, et Stéphanie, vous pouvez jouer un très grand rôle en ce domaine. Oui, 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 nous voulons sortir de la caverne de Platon, voir un peu ce qui se passe avec l'administration Trump qui essaye effectivement de mener une anti-guerre froide. Mais puisque vous nous dites que les géants russes et chinois ont compris l'arnaque de l'hégémon ou de l'hégémon Oui. américain, ça nous intéresse au plus haut point. Donc, on vous invitera volontiers si C'est vous êtes pas une disponible. arnaque, c'est un grand jeu, on va reprendre le C'est un terme grand jeu de poker de contre, Kipling. bien de- sûr, ils jouent au poker contre des joueurs de Go et des joueurs Mais d'échecs. on aurait mieux fait de lire un peu mieux Kipling et de comprendre aussi, Mm, de mm. bénéficier de l'expérience britannique au 19e siècle, qui sont allés 2 fois à Kaboul. Une fois, ils se sont fait entièrement détruire. 40 000 hommes. Un seul avait survécu, c'était le vétérinaire, je crois, ou le médecin de la bande. Et la deuxième fois, ils sont revenus à Kaboul, ils l'ont brûlé. Mais l'expérience avait la leçon qu'il fallait tirer de tout ça, c'est que l'Afghanistan est un pays où l'on entre, mais d'où l'on ne ressort pas. Les Américains l'ont compris à leurs dépens, mais un peu tard.
Nous nous revoyons bientôt. J'en profite pour mettre ce livre que je n'avais pas réussi à afficher correctement tout à l'heure. Le livre de Jean-Michel Vernochet, Les Égarés, sur le Ça, c'est la wahhabisme. première édition, il y en a une, mais c'est un livre important sur le fond pour comprendre justement aujourd'hui ce qu'est l'islam. Mais l'islam, c'est la première ligne du livre. Il n'y a pas un islam, il y a 100 islams. L'islam n'est pas un bloc. Voilà. Très bien. Vous reviendrez D'accord. volontiers, Laurent, avec nous? Avec grand plaisir. Calons une date et puis il y a effectivement beaucoup d'autres sujets à traiter et ce sera un plaisir d'en discuter avec vous. Très Alors, bien. mardi, peut-être pas. Nous en Mais parlons en off et j'annoncerai la date qui convient à tous les oui, deux, à oui, tous les oui. trois, aux spectateurs très prochainement. En tout cas, je vous remercie infiniment pour ces éclairages précieux. Merci à vous, Laurent Michelon, qui est en Chine, et merci Merci à à vous. Jean-Michel Vernochet, qui est en Île-de-France. Merci. Bonjour à la Chine Il est et 11 bonjour à tous heures. nos amis. Au revoir, Laurent. Au revoir Michel, au revoir Stéphanie, à très bientôt. Merci.